Salut, bienvenue dans cette émission et aujourd'hui on va parler du traitement de nos déchets et plus particulièrement du recyclage. Cette méthode est beaucoup vantée, ce qui explique qu'elle soit bien vue, bien perçue dans notre société. D'ailleurs vous avez peut-être déjà entendu dire de vos proches « moi je suis écolo, je recycle ». Eh bien moi aussi pendant longtemps j'avais cette opinion avant de changer. Et parce qu'on est aussi confronté à un paradoxe, c'est que malgré l'essor du recyclage, eh bien la production à l'échelle mondiale de plastique continue d'augmenter. Plutôt bizarre. Donc dans cette vidéo, je vais bien plus aborder les impacts négatifs et ses limites au recyclage que les impacts positifs que l'on connaît déjà tous globalement. Je vais aussi aborder des solutions individuelles pour que nous, particuliers, on puisse agir à notre échelle, c'est important, on puisse agir à toutes les échelles. Donc je vous laisse écrire dans les commentaires vos expériences et puis sur ce, je vous laisse entrer parce que c'est ouvert. Donc on va commencer par savoir un peu grossièrement dans les grandes lignes comment tout le processus de recyclage fonctionne. Parce que c'est vrai qu'on ne nous l'explique pas souvent et on nous dit souvent que c'est le particulier qui doit faire son geste de tri pour que la magie du recyclage fonctionne. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc la conception des produits et de leur emballage. Donc ça, ce sont les entreprises qui réalisent cette étape. Et donc elles vont choisir quels matériaux seront utilisés, quelle sera la composition de leur emballage, tout ça. Mais il n'y a pas d'obligation légale à ce qu'elles respectent qu'elles prennent tel ou tel matériau qui pourra ensuite être recyclé. C'est totalement libre et on va voir que ça posera problème par la suite. 2. La collecte des déchets. Elle est organisée par les communes, mais il existe des éco-organismes pour chaque type de déchets. Grossièrement, ce sont des acteurs publics qui ont pour responsabilité d'organiser la collecte des déchets. Les entreprises adhèrent à ces éco-organismes un peu comme des associations et elles paient une contribution financière à ces éco-organismes pour financer la collecte, pour financer toutes les actions. Donc, par exemple, mettre en place un système de consigne pour les bouteilles en plastique ou pour un autre matériel, ou bien encore pour la promotion du recyclage, par exemple. 3. Le geste de tri des particuliers qui sont fortement incités par les éco-organismes à faire le geste de tri, le fameux. Et nous, en tant que particuliers, on connaît Citeo, qu'on voit pas mal dans les médias. 4. Le traitement au centre de tri où les déchets seront triés en fonction de des matériaux qui le composent. Et 5. La transformation dans des usines spécialisées pour devenir de nouveaux matériaux. Alors attention, je tiens bien à préciser qu'il doit y avoir des débouchés derrière cette transformation après le recyclage des déchets, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des entreprises qui veulent de ces nouveaux matériaux qui sont recyclés. Mais c'est vrai qu'ils coûtent plus cher, donc parfois ils intéressent moins. Et surtout, on voit que c'est un circuit complexe, qu'il y a potentiellement plein de petites failles qu'il peut y avoir, et c'est ce que l'on va voir juste après. Bon, déjà, première chose, les emballages actuels ne sont pas suffisamment étudiés pour rendre le recyclage efficace. Les industriels ou même les entreprises ne se soucient pas lors de la conception de leurs produits ou de leur emballage si celui-ci va être recyclable ou non. Alors c'est surtout par un souci de marketing et d'image. Le but, c'est quand même d'être remarqué et de se distinguer des autres produits. Mais pour se rendre compte de cette diversité de packaging, il y a juste à se rendre dans un supermarché comme on le fait souvent pour voir toutes les couleurs et les textures et les formes différentes qui peuvent exister. Et ça pose un réel problème parce que, comme on disait tout à l'heure, il doit y avoir des filières derrière qui puissent traiter ces déchets tout particuliers. Quasiment un produit, c'est un déchet différent, donc c'est très compliqué. Et on parlait aussi un peu de la taille. Ce qui importe, c'est d'avoir des débouchés bien sûr, mais aussi de la taille de la filière. Parce que si un matériau est très peu présent seulement dans quelques emballages, eh bien pour traiter ça et recycler, ça va coûter très cher. Parce que traiter peu de choses et déployer de gros moyens, ça fait un résultat très cher. Et surtout, ce sont des produits qui sont, des matériaux qui sont difficiles à recycler en plus. Donc ça n'améliore pas la chose. Bon, véritablement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un véritable manque d'envie de la part des industriels d'améliorer le recyclage. Parce qu'il suffirait, en fin de compte, de prendre des matériaux peut-être plus simples,
qui sont plus facilement recyclables ou du moins d'utiliser moins de matériaux pour chaque emballage ou davantage standardiser les choses. Alors, en plus du marketing, les entreprises et les producteurs sont centrés sur la question des coûts. Les matières que l'on dit vierges, c'est-à-dire qu'elles viennent d'être extraites du sol, ce sont les nouvelles, sont souvent moins chères que les matières recyclées. Donc ça fait perdre un peu d'utilité du recyclage finalement, parce que comme le prix des matières recyclées sont plus élevés, les entreprises qui sont en concurrence entre elles, notamment sur la question du prix, par exemple dans les supermarchés, on va préférer un produit qui sera moins cher, elles vont essayer de réduire les coûts au maximum et donc de choisir des matières qui viennent d'être extraites du sol. Et donc environnementalement parlant, c'est assez dégradé. Alors il faut aussi dire qu'en France, on n'est pas les champions du recyclage, notamment en ce qui concerne le plastique. En effet, 29% du plastique qui est produit sur notre territoire est effectivement recyclé. C'est assez peu finalement quand on compare avec les autres pays européens. Et depuis quelques minutes, je vous parle du plastique parce que c'est l'un des matériaux les plus relous. Déjà, c'est celui qu'on retrouve majeure partie du temps dans nos poubelles. Aussi parce quand il tombe dans l'environnement, c'est une horreur. Ça fait beaucoup de dégâts sur l'environnement et la faune et la flore, enfin tout ce que vous voulez. Et puis aussi, c'est très pénible à recycler. A l'inverse, par exemple, selon Citeo, le taux de recyclage du verre est de 98%. Et c'est à peu près la même chose pour le métal. Ils sont bien plus faciles à recycler parce que ce sont des matériaux qui sont plus faciles à recycler en tout cas. Et puis il y en a aussi une moins grande diversité. Donc aussi pour le verre, si j'ai un conseil à vous donner, achetez du verre qui n'est pas teinté, mais du verre transparent. Comme ça facilite les choses. Revenons-en au plastique et au problème de débouchés, et plus précisément à leur absence de débouchés. Et comme on ne sait pas où mettre ce plastique recyclé parce que les industriels n'en veulent pas trop, en tout cas dans certaines industries, on va faire ce que l'on appelle du décyclage. En fait, on va remplacer pour des produits qui auparavant étaient faits avec des matériaux qui ne posaient pas de problème pour l'environnement, on va en faire avec du plastique recyclé. Donc je prends l'exemple de ces pots de fleurs que je vous montre à l'écran. Pour vous montrer qu'en fait un pot de fleurs ça peut être fait avec de la terre cuite et finalement on en fait avec du plastique recyclé. Ça marche aussi avec les cintres qu'on peut faire en bois mais qu'on trouve aussi en plastique recyclé. Donc en fait le principe c'est ça, c'est que tellement on n'a pas d'idée ou que les industriels ne veulent pas l'utiliser pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, qu'on arrive à en mettre dans des secteurs qui n'en avaient pas besoin de base en fait. Pour l'idée suivante, je vais me référer bien plus au processus de recyclage lui-même. L'idée c'est que lorsqu'on met un déchet à la poubelle à recycler, par exemple une bouteille de lait, il ne va pas ressortir du processus final une nouvelle bouteille de lait. C'est souvent ce qu'on a envie de nous faire croire, par exemple dans les campagnes de communication, que ce soit par Citeo, l'éco-organisme qui gère nos déchets du quotidien, ou bien par les entreprises, un déchet recyclé n'est pas égal à un nouveau déchet. Donc ça veut dire que pour maintenir un même niveau de production, par exemple de plastique, il va falloir toujours exploiter un peu plus l'environnement pour produire exactement la même chose. Donc niveau préservation de l'environnement, finalement, c'est assez moyen quand on y réfléchit bien. Et le recyclage, ce n'est pas parfait de ce point de vue-là. Donc c'est physique, on ne peut pas faire une bouteille de lait recyclable, une bouteille de lait recyclée. Donc actuellement, le mode de fonctionnement du recyclage et la façon dont il est perçu dans l'opinion publique a plutôt tendance à entretenir la consommation de produits à usage unique. Et ça se retrouve, si on simplifie un peu le message des entreprises, que oui, consommez, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vos déchets, ne vous occupez pas de ça, il n'y a pas de souci. Mais le problème avec ça, c'est que ça n'incite pas les marques à prévenir la production de déchets, c'est-à-dire à réduire la production. On le voit d'ailleurs quand on nous propose un produit contenant un petit pourcentage de matière recyclée, on est tout de suite un peu plus sensible et c'est parfois un peu notre inconscient et donc on va se dire ce produit pour l'environnement il est mieux parce qu'il contient un petit peu de matière recyclée. Mais le problème de ça peut-être c'est aussi qu'on ne se pose pas finalement la question est-ce que il y aurait une autre manière de consommer qui permettrait de ne pas produire du tout de déchets. Et justement les entreprises le savent et jouent sur ça. C'est devenu une sorte d'argument marketing qui marche en réalité plutôt pas mal auprès de ceux qui ont une conscience environnementale mais qui ne sont pas suffisamment informés sur le sujet. Donc là on voit toute la bataille finalement, tout l'enjeu de l'information. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut plus acheter de produits ou des emballages qui contiennent un petit pourcentage de matière recyclée. Mais je dis simplement qu'il faut essayer de voir avant
d'y penser, et de se dire quelles alternatives je peux adopter ou je pourrais adopter dans le futur pour remplacer ça et produire moins de déchets ou d'avoir un impact environnemental moindre. Et c'est ça qui est super bien, c'est qu'il y a des solutions qui existent et c'est super encourageant parce que maintenant qu'on a vu les problèmes, on va maintenant voir les solutions. Et il y en a, donc c'est ça qui est cool. Bon alors le premier conseil de cette partie solution est assez général, mais il va bien nous servir ici. Il s'agit de mobiliser son esprit critique sur les sources qui nous informent. Est-ce que le contenu que nous sommes en train de visionner ou bien lire provient d'une entreprise qui cherche à valoriser son produit pour faire un profit, ou bien d'un gouvernement qui essaie de sensibiliser ses citoyens tout en montrant que son bilan n'est pas dégueu, ou encore même une association écologiste qui, par une certaine mise en scène, alarme les citoyens sur un certain phénomène, sur un phénomène X. Et ce que je veux dire ici, c'est que les sources d'information ne sont pas neutres, et l'idée c'est de comprendre pourquoi tel ou tel fait est avancé, tel chiffre, et donc donner un fait ou un chiffre ne montre pas toute la réalité. Les sources peuvent délibérément cacher une information en faveur pour appuyer leur argumentation ou pour leurs intérêts propres. Donc soyons vigilants sur l'information et sur les sources, essayons de garder cet esprit critique un peu tout le temps, même si ce n'est pas toujours évident. Et puis aussi, multiplions les sources, comme ça permet d'avoir un peu tous les chiffres, tous les faits avancés de chacun des organismes, des différents acteurs qui avancent différents faits, et donc pour avoir vraiment une panoplie large sur un sujet. Je voulais ensuite vous donner quelques petits conseils sur les consignes de tri, parce que c'est vrai que depuis le début de cette vidéo, je vous donne surtout les effets négatifs et surtout en fait, les limites du recyclage, mais ça reste quand même malgré tout la meilleure méthode qu'on a pour traiter les déchets qui sont déjà créés. Ils sont déjà créés, que l'on doit donc traiter. Quand le déchet est là, qu'est-ce qu'on doit faire? Le recyclage reste quand même la meilleure solution, notamment pour plein de matériaux, un peu moins pour le plastique comme je vous le disais tout à l'heure, et donc je voulais vous donner quelques consignes de tri. Commençons par les emballages recyclables et en tout premier, le verre. Donc que ce soit des bocaux, des bouteilles en verre ou des pots aussi en verre, tout ça, ça va dans la poubelle verte. En deuxième temps, on a les matières issues des arbres, donc tout ce qui est papier, carton, ça va dans la poubelle bleue. Si vous n'en avez pas, ça peut finir aussi dans la poubelle jaune. Troisième catégorie de déchets, on a les métaux. Alors plus précisément l'acier et l'aluminium, qui se recyclent aussi très bien et que vous pouvez mettre dans la poubelle jaune. Il peut s'agir des boîtes de conserve ou de canettes de soda par exemple. Alors petite précision par rapport aux emballages, quand vous les mettez à recycler, il n'y a pas besoin de les laver, de passer de l'eau dessus, juste les vider correctement, ça suffit. Et après, ça peut se jeter directement, même s'il reste quelques résidus, ce n'est pas un problème. Et en quatrième, on va retrouver les bouteilles d'eau et les flacons en plastique qui se recyclent bien et qu'on peut mettre aussi dans la poubelle jaune. Ensuite, dans les ordures ménagères qui donc vont finir à l'incinérateur, on va retrouver quasiment tout le reste de nos déchets quotidiens. Donc que ce soit les couches des enfants par exemple, les pots de yaourt, et en clair quasiment tous les autres plastiques hors des bouteilles et flacons vont dans la poubelle ordures ménagères. Alors sauf ceux qui sont accompagnés d'un petit logo Triman. Tout cela vont dans la poubelle jaune. Les autres, c'est dans les ordures ménagères. Ensuite, tous ces déchets ne vont soit pas dans la poubelle jaune, soit pas dans la poubelle bleue, ni verte, ni même d'ordures ménagères. Parfois, il suffit aussi d'aller dans des points de collecte. C'est le cas par exemple des médicaments qu'on peut retourner en pharmacie, qu'ils soient périmés ou non, qu'on n'en ait plus besoin par exemple. Mais aussi les petits électroménagers qui peuvent être rapportés dans des points de collecte. Les ampoules, normalement vous en trouverez des points de collecte à l'entrée de vos supermarchés. Et puis enfin des piles, même fonctionnement. Enfin, dernier lieu où on va pouvoir jeter ce que l'on ne veut plus, c'est à la déchetterie. Tout ce qu'on a pu trier avant dans les points de collecte, dans les ordures ménagères et dans les poubelles recyclables, le reste, quasiment tout, va à la déchetterie. Donc que ce soit différentes huiles, par exemple l'huile de vidange, que ce soit des meubles ou encore des gros électroménagers. Néanmoins, et je tiens à le préciser, c'est que pour les meubles notamment, c'est le cas aussi pour les vêtements, pensez aux dons, à la seconde main et aux associations. Voilà, pensons-y. Ça peut servir à d'autres personnes au lieu d'être jeté.
J'aimerais préciser une dernière chose, c'est que depuis quelques années, se développent en France des centres de tri super technologiques qui permettent de trier directement, grâce à la technologie, de trier les différents types de déchets entre le plastique, le métal, etc. Et donc dans certaines communes, il y a une poubelle unique où on peut jeter tous les emballages, y compris les plastiques, tous les plastiques. Et donc ça c'est très pratique pour éviter de trier tout ce que je viens de dire, en tout cas entre les différentes couleurs de poubelles que j'ai citées tout à l'heure. Et donc pour vérifier ça, parce qu'en fait ça s'installe petit à petit sur le territoire, je vous invite à aller voir sur le site de votre commune ou alors sur le site qui s'affiche à votre écran, consignedetri.fr. Ensuite, il n'y a pas 150 000 solutions pour éviter le recyclage. On se rappelle, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc pour cela, je vais rappeler les 5 mots sur le zéro déchet que je développe un peu plus ici. Donc refuser un peu ce qu'on nous propose et qui en soi n'est pas essentiel pour nous et qui est rapidement jeté, qui devient rapidement un déchet, comme un ticket de caisse ou un jouet gratuit par exemple. Réduire ce qui nous est essentiel, donc à la fois chez soi, garder ce qui nous est vraiment, ce qu'on a vraiment besoin au quotidien, et puis acheter seulement ce dont on a besoin. Ensuite, réutiliser, donc ça peut être des choses qu'on a déjà et pousser leur durée de vie plutôt. Ça peut passer donc par la réparation, par louer des choses, acheter en seconde main, etc. Donc ensuite, le quatrième mot, c'est recycler, et vous voyez que il y a 3 mots qui précèdent le terme recycler. Donc l'idée en fait, c'est de vous montrer que il y a plein de choses à faire avant le recyclage, que le recyclage c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est la moins pire des façons qu'un déchet de terminer sa vie. Alors justement dans la veine du mot réutiliser qui est donc en 3e position, juste avant le recyclage, se pose souvent la question des bocaux dans le zéro déchet pour passer au vrac, tout ça. Et donc il y a plusieurs possibilités. Soit on les achète, mais bon, l'inconvénient c'est que déjà ça pèse sur le budget et puis ça utilise d'autres ressources, ou bien on peut réutiliser ceux que l'on consomme déjà, par exemple au supermarché quand on achète un pot de compote, un pot d'haricots verts ou tout ce que vous voulez, les bocaux peuvent se réutiliser, mais le problème c'est que souvent il y a des étiquettes dessus qui sont très moches et qui sont très bien collées. Et c'est pas toujours évident de les retirer. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir quelques méthodes pour vous débarrasser des étiquettes de façon naturelle, évidemment, pour éviter de s'intoxiquer. C'est parti. Donc je vais vous donner 3 astuces, une qui est assez classique et 2 on peut dire que ce sont des recettes. Ce sont que des solutions naturelles parce que je pense que c'est mieux, en tout cas pour l'environnement, on va essayer d'éviter de polluer l'eau avec des produits chimiques. La première solution la plus basique, et j'imagine que vous avez déjà essayé, si jamais vous avez essayé de récupérer des bocaux, c'est de mettre ça dans de l'eau chaude pendant quelques minutes avec du savon, avec du liquide vaisselle par exemple. Donc pour la deuxième astuce, vous aurez besoin que d'un seul ingrédient, ça va être l'huile de colza, que vous n'aurez pas besoin de faire grand chose parce qu'il suffira de correctement badigeonner votre étiquette et d'attendre, voilà, de les laisser reposer et d'attendre quelques heures avant, moins d'une journée, hein, vraiment une journée ça suffit, même pas, moins d'une journée, même quelques heures ça suffit. Et donc après il suffit de retirer l'étiquette et puis de gratter un peu s'il en reste, voire même de passer sous l'eau. Mais bon, s'il reste de la colle, je vous propose de passer à la 3e solution. Pour la 3e technique, vous aurez besoin de 2 ingrédients, donc ça sera l'huile, que ce soit du tournesol ou du colza, peu importe, et du bicarbonate de soude. Voilà, 2 ingrédients naturels. Et le but avec ça, ça va être donc dans un petit ramequin de prendre du bicarbonate de soude, de verser un peu d'huile et de touiller pour que ça donne un mélange assez homogène, et d'appliquer cette petite recette sur la colle ou le bocal. Donc le mieux c'est d'essayer de retirer l'étiquette avant, puis ensuite d'appliquer la recette sur la colle. Et après il faut gratter, il n'y a pas besoin d'attendre cette fois-ci, mais il faut gratter. Ça prend plus ou moins de temps, mais ça sera toujours plus efficace que si on le faisait à la main ou à l'eau, en tout cas pour les bocaux les plus récalcitrants. Bon, du coup, petit bilan de ces 3 techniques. Alors la première, c'était l'eau chaude avec le savon.
Ça n'a pas été très fructueux parce que quand j'ai ressorti de l'eau, j'ai un petit peu gratté et je sentais que je pouvais pas aller plus loin que ce que j'ai fait parce que il y avait encore beaucoup de colle. Et du coup, deuxième technique, ça n'a pas été très fructueux non plus. Donc c'était avec l'huile de colza qui était simplement imbibée sur l'étiquette. Et j'ai essayé, ça n'a pas trop fonctionné. La majorité est restée sur le bocal. Il y a toute la colle, enfin il y a plein de colle encore. Il y a même tout le papier n'est pas parti. Par contre, on va avoir un peu d'espoir parce que la troisième technique, elle a super bien fonctionné. J'ai réussi à ravoir un bocal que... C'est la première fois que j'utilisais cette technique, donc de mélanger de l'huile de colza. Je crois que oui, c'est colza avec le bicarbonate de soude. Ça a très bien fonctionné en grattant un peu, ça a très bien fonctionné quand je l'ai lavé avec du savon juste après. Je vous conseille vraiment cette troisième technique. Un petit conseil pour ça, je pense que c'est mieux de retirer l'étiquette en elle-même et d'utiliser cette troisième technique seulement avec la colle, comme ça vous fera gaspiller un peu moins de temps. Donc troisième technique vraiment approuvée. Bon, pour conclure cet épisode, je voulais vous montrer 2 ou 3 sources que j'avais utilisées pour effectuer ce numéro, et en particulier je pense qu'ils sont intéressants pour vous pour creuser le sujet, et puis donc je vous les partage aujourd'hui. Donc principalement déjà cet ouvrage qui s'appelle Recyclage, le grand enfumage de Flore Berlingen, rue de l'Échiquier, qui coûte 13 € et qui m'a véritablement donné envie de faire ce numéro parce que dans ce livre, elle déconstruit vraiment nos idées préconçues sur le thème du recyclage, donc une manière de traiter nos déchets. Et puis aussi, il y a le dernier chapitre, un peu un programme politique par rapport à ce que l'on pourrait mettre en place pour améliorer le recyclage, et puis aussi des changements sociétaux. Donc il est pas très long, il est pas très cher, et puis il est facile à lire, donc je vous le conseille vraiment. Deuxième source que je vous conseille particulièrement, que je vous mets aussi en description, c'est l'émission Cache Investigation d'Élise Lucet, qui était tournée sur le recyclage, qui s'intéresse bien plus sur l'impact économique et social du recyclage, dans le traitement de nos déchets, environnemental aussi un peu, mais surtout social et économique. Ça, c'est un peu la particularité de cette émission. Donc je vous conseille ça. Et puis troisièmement, c'est la très bonne émission d'Hugo Clément sur le front, qui était sur le recyclage. Alors elle n'est plus en replay malheureusement, mais il y a un extrait sur internet qui permet vraiment de compléter cette vidéo, parce qu'il montre vraiment l'impact du recyclage dans les autres pays, parce qu'en fait il y a nombre de nos déchets qui sont potentiellement recyclables, qui sont envoyés à l'autre bout du monde parce qu'on ne veut pas les traiter nous-mêmes. Et donc c'est intéressant aussi d'avoir ce point de vue et de se rendre compte vraiment un peu de la globalité de ce sujet. Donc voilà, c'est la fin de ce numéro de C'est ouvert. J'espère que cette saison vous aura plu, ainsi que cet épisode sur le recyclage. On se retrouve en septembre prochain pour un nouveau numéro. Et d'ici là, passez un bel été. Salut! Dimanche prochain à 10 h, retrouvez le journal de Stephen Combe pour analyser l'actualité des derniers jours avec nos reportages, nos rubriques et magazines.